Indépendance, autonomie énergétique, rénovation de l'habitat, maîtrise de l'énergie. On a parlé de beaucoup de choses dans les émissions précédentes. Et cette fois, au fond, c'est peut-être une conclusion logique pour cette troisième et dernière émission d'énergie. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'au fond, les îles sont des territoires pionniers, de sortes de petits laboratoires de ce qu'on peut faire en termes d'énergie renouvelable. Pour en parler avec nous, nos experts en plateau. D'abord, Fabrice Boissier, qui est directeur général de l'ADEME, qui est l'agence de la transition énergétique. Également présente avec nous Anne-Marie Pérez, qui est la directrice générale du pôle compétitivité de Cap Énergie. Vous aidez en fait les porteurs de projets innovants. On va s'arrêter évidemment sur votre fonction tout à l'heure. Et puis Alexis Milano, qui est directeur de l'agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse. Et puis, il nous fait l'amitié d'être en direct avec nous, en duplex. C'est Jean-Louis Ball. Jean-Louis Ball, qui est le président du syndicat des énergies renouvelables, qui a évidemment un rôle majeur dans tout ça. On entendra son point de vue sur ces îles, territoires pionniers. Mais d'abord, comme chaque émission, vous le savez, avec le Covid, c'est un peu compliqué effectivement d'interagir. D'habitude, on avait des débats, des tables rondes. Eh bien, cette année, ce sont des émissions de télévision. Mais vous allez quand même pouvoir nous poser des questions. Et pour ça, c'est très simple. Je vais me diriger vers Marina Branca, qui va nous attendre et qui va recueillir, surtout sur Internet et sur cette page Facebook de l'Agence de l'énergie de la Corse, eh bien, toutes vos questions. Ce sera très simple, hein. Il suffit de trouver sur Internet AUE Corsica pour nous poser vos questions. Mais d'abord, vous nous avez fait rêver tout à l'heure avec un objet fort sympathique qui, depuis longtemps, lui, a fait sa transition énergétique. C'est un beau vélo. Una bella bicicletta elettrica e ce n'è anche uno ad Avincia qui pas ste missioni. Avec une question. A Zapem, cioè andando a usito di la UE, a domanda è chi è a bagassa. Ne abbiamo parlato di già se vuoi inteso bene nella seconda emissione. Oui. Allora, risposta saria, un residuo di canna zucchero o una sorgente d'acqua calda. Moi, je connais la réponse parce que j'étais présent aux émissions précédentes. Voilà. Alors, on le dit, hein, vous envoyez votre question, enfin plutôt votre réponse. Il y aura un tirage au sort tout à l'heure et on aura un gagnant avec qui on aura le plaisir de remettre ce beau vélo électrique. On va planter le décor tout d'abord avec vous, Marina, parce qu'il y a des choses quand même à comprendre avant de discuter avec nos invités. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous rappeler les spécificités des îles en matière d'énergie parce que ça n'a rien à voir avec le continent? Abbiamo visto che le isole hanno parecchie particolarità per via di situazioni geografiche e infatti queste isole, un po' mica sparta sulla produzione di energia, sono obbligate a fare l'energia, in maggior parte sono energie fossili, con i battelli e questo trasporto qui costa più caro. Alors, quelles sont les conséquences d'un tel isolement insulaire? Queste conseguenze, ci ricordiamo tutti di panna elettrica di marzo 2005, c'era stato un blackout a Corsica, era stata priva di elettricità durante 3 settimane e infatti c'era stato un piccolo problema con le centrali termiche che erano proprio vecchie e questa panna ha permesso di rilanciare appena un dibattito non alle energie rinnovabili e di riflettere di nuovo a come si può arrivare per rendere più sicura la rete elettrica e energetica. Très bien. Alors blackout se dit blackout en Corse, hein. C'est comme ça qu'on dit, c'est assez simple à comprendre. Est-ce que c'est pour cela au fond que les îles ont de fortes ambitions évidemment dans les énergies renouvelables? Diciamo che anche di più che un'ambizione diventa quasi una necessità. Infatti le isole utilizzano tutte le energie fossili, ma a sappiamo le energie fossili non sono mica una soluzione a lungo andare perché costano caro, sono pessimi per l'ambiente e in più sono limitati, tanto le isole riflettono con tutte le risorse naturali presenti e riflettono così come per esempio il sole, l'acqua, il vento, la geotermia, la biomassa e di nuovo a bagassa. Alors, ça, il y en a quand même sur le continent. Des éoliennes, moi, j'en vois un peu partout dès que je bouge, hein, sur le continent. Mais en quoi, dans les îles, au fond, leur gestion est plus spécifique? Infatti, l'originalità viene da un misto energetico che è bramato dalle isole. Un'isola fa secondo i risorse e prova a incrociarli per renderli più efficaci. Tanto si può dire che l'isola è un terreno prediletto per le innovazioni tecnologiche e energetiche. Vado a spiegare come e perché con un piccolo giro del mondo. Ah ben, volontiers, peut-être un coup d'œil où ça, du côté des... C'est où ça? Et qui siamo... C'est les Canaries? L'arcipelago dei Canari in Spagna. Qui per esempio dell'isola degli Hierro, 10.000 abitanti. E dopo il 2014 c'è un progetto per fare una centrale idroeoliana che mista dunque a forza di vento e a forza di acqua per dare l'elettricità a tutti gli abitanti dell'isola e di nuovo per far funzionare questa usina di desalamento. C'est une manière de stocker finalement l'énergie qui est assez intelligente. Et puis à La Réunion, ça se passe comment? A Riunione c'è un progetto, infatti il progetto è di andare a cercare l'acqua fresca in mare
di trattala e poi dopo di utilizzarla per rinfrescare tutti i bastimenti, per esempio gli ospedali, l'università, i scani, i centri commerciali. Si parla infatti di climatizzazione con l'acqua di mare e questo progetto è interessante per via di un riscaldamento climatico. Et puis on va continuer de voyager avec vous aujourd'hui. On n'a pas fini. On va aller en Corée du Sud maintenant. Io vi presento l'isola di Jeju, Corea Sudana, e qui è arrivato a scommessa di i reti intelligenti o smart grids. Infatti, vogliono essere 100% verdi e intelligenti da qui al 2030. Dunque, intelligenti vuol dire che i persone, gli oggetti di quotidiano e anche tutti i reti sono connettati e questa connessione permette di ridurre l'energia. Alors évidemment, on va s'arrêter sur ce concept avec nos invités. Mais un mot de la Corse quand même. Comment ça se passe chez nous? In Corsica di noi abbiamo i provi, per esempio in Cuzza c'è questo progetto di Smart Paesi che è ispirato da Smart City. È un progetto che è portato dall'Università di Corsica, vediamo qui Thierry Antoine Santoni che è il capi progetto. Ouais. E ci sono altri partenari, come per esempio la collettività di Corsica, l'Unione Europea, Asitec e l'EDF. Lo scopo su Smart Paesi è di rimettere il paesano al centro di riflessioni, come si può campare in paesi nel 2020 con sfide tecnologiche, per esempio a centrali idrauliche o a reti di oggetti connettati, esplotazioni agricole. Infatti si può dire che in Cuzza anche i porcedi sono connettati. Oui, à Kotzan, en Corée du Sud, vraiment on voyage. On ira tout à l'heure, on verra ça avec vous, on ira du côté du Nil grec. Oui. Je me retourne évidemment maintenant vers nos invités et je m'adresse d'abord à vous, Alexis Milano. Vous êtes le directeur de cette agence de l'aménagement, d'urbanisme et d'énergie de la Corse. On voit que finalement les contraintes ont peut-être d'une certaine manière du bon. Ça vous oblige à être intelligent un peu plus que la moyenne, à être plus inventif aussi? Ça nous oblige en tout cas à être pionniers, puisqu'on est pionnier par goût ou par nécessité. En l'occurrence, il faut dans les deux cas une volonté politique. On a été pionniers, quand je dis on, c'est les territoires insulaires qui sont aujourd'hui regroupés dans un partenariat qu'on appelle Pur Avenir. Ça a été évoqué dans les deux émissions précédentes, la Corse, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Puisqu'en 2013 déjà, on parlait d'autonomie énergétique des territoires. Alors, on avait des échéances plus ou moins lointaines. Pour ce qui concerne la Corse, c'est toujours 2050. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait des débats avec nos amis du national, notamment des ministères, et notamment de la CRE aussi, qui, malgré un œil bienveillant et une volonté de nous accompagner, étaient quand même sceptiques sur l'enjeu tel qu'il apparaissait, c'est-à-dire démesuré. On s'est rendu compte que depuis 2013, nous avons acté dans le schéma stratégique, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, parce qu'il s'agit bien aussi de coordonner des politiques publiques et de les assembler ensemble. La politique de la qualité de l'air et du climat est directement liée à la politique de l'énergie. On a acté dans notre schéma stratégique l'autonomie à 2050. Et dès 2015, lorsque la loi de 2015 a été votée, la loi sur l'énergie et la croissance verte, c'était Ségolène Royal qui l'avait à l'époque, portée. L'État ambitieux, ouais. Voilà, elle avait bien voulu nous entendre, nous écouter. Il faut dire qu'on parlait d'une seule voix entre réunis, les Iliens. Et elle avait bien voulu, dans la loi sur la transition, inclure un certain nombre de dispositifs, notamment les PPE, les programmations pluriannuelles d'énergie, qui ont été largement évoqués dans les deux émissions précédentes. Et puis déjà la préfiguration d'un outil qui nous permettrait de mettre en œuvre ces programmes. La PPE, c'est un programme d'action, c'est un programme concret d'action. C'est-à-dire on définit dans le domaine des économies d'énergie, ça a été dit par le président de l'exécutif J. Simone ce matin et par les autres invités, il faut réduire la consommation et ce qui reste doit être produit par des énergies renouvelables. C'est ça la PPE, c'est un programme concret. Un cap qu'on dresse. Avec des objectifs et on fixe aussi des moyens financiers. Et c'est là que en 2009, la nouvelle loi sur l'énergie, il a été acté juridiquement dans la loi que pour les territoires insulaires, et je permets de saluer aussi l'ADEME qui a œuvré dans ce sens pour que dans la loi soit acté cet objectif commun, la loi reconnaît aujourd'hui que dans les territoires insulaires, on a intérêt à être ambitieux et pionnier, et donc l'objectif d'autonomie énergétique est maintenant reconnu par la loi. Donc être pionnier, c'est dès 2013 une ambition politique. Aujourd'hui, une réalité concrète, puisque des moyens aujourd'hui des moyens inédits sont mis à disposition de la Corse et des autres îles
qui ont été évoqués ce matin, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, et puis les la autres Réunion, systèmes et puis d'autres également. moins interconnectés. Oui, alors on va en parler avec Jean-Louis Bal, je m'adresse à lui, parce que lui, il est président du syndicat des énergies renouvelables, donc il regroupe un peu tous les acteurs du secteur, notamment les énergéticiens, ceux qui pourraient implanter des centrales d'un nouveau type en Corse ou ailleurs, à La Réunion par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aussi, vous pensez que les îles sont vraiment pionnières en matière d'énergie renouvelable? On est parfois coupé, donc je comprends que c'est à moi que vous vous adressez. Oui, je voulais savoir si vous êtes d'accord avec le fait que les îles sont vraiment des pionnières en matière d'énergie renouvelable et comment vos adhérents, les énergéticiens, regardent ces territoires en se disant tiens, il y a des opportunités pour investir là, faire quelque chose. Et je crois de toute manière, elles devraient l'être. Est-ce qu'elles le sont suffisamment? C'est une question qu'on peut se poser, parce qu'il y a des objectifs qui ont été déterminés dans la loi de transition énergétique qu'a évoqué Alexis Milano. Mais pour le moment, on n'est pas du tout sur une trajectoire qui permettra d'atteindre ces objectifs. Et les différentes PPE qui ont déjà été élaborées, donc les programmations pluriannuelles de l'énergie, elles ne sont pas sur une trajectoire qui vise à aboutir à l'autonomie énergétique pour les départements d'outre-mer en 2030. Pour la Corse, elle a elle-même fixé son objectif d'autonomie énergétique pour 2050. Et je rappelle que quand on parle d'autonomie énergétique, ce n'est pas uniquement de l'électricité. Dans les départements d'outre-mer, en gros, la consommation, c'est de l'électricité et du transport. En Corse, c'est un peu différent parce qu'on a quand même aussi des besoins de chauffage. Et là, donc, on a une répartition entre électricité, chauffage et transport. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit arriver comme projet vise plutôt à atteindre l'autonomie électrique, mais pas en 2030. Donc on n'est pas du tout sur cette bonne trajectoire. Et les PPE qui sont en cours de révision dans les départements d'outre-mer, nous espérons qu'elles nous mettront sur les bonnes trajectoires pour atteindre ces objectifs, au moins d'autonomie électrique. L'autonomie énergétique, elle viendra derrière, avec l'électrification des usages, mais c'est tout à fait essentiel. Ces PPE, elles sont l'outil de programmation qui permet à l'État de mettre en place les dispositifs incitatifs tels que les tarifs d'achat pour l'électricité photovoltaïque ou éolienne, ou les appels d'offres sur des technologies plus spécifiques. Et pour le moment, l'État ne lance plus aucun appel d'offres tant que la révision de ces PPE n'a pas abouti. Ouais. Et c'est quelque chose qui est tout à fait réaliste, d'atteindre ces objectifs d'autonomie. Ah, on a perdu un peu le son avec Jean-Louis Bal. Je vais m'adresser à vous, l'ADEME. Alors, je vais dire vous représentez l'État. L'ADEME a établi des scénarios. Justement, Jean-Louis Bal, on va demander à l'ADEME un peu son regard sur cette question. Il dit, bon, vous n'allez pas assez vite. Alors évidemment, il défend le point de vue de ceux qui aimeraient installer un peu plus d'énergie renouvelable, on l'entend, mais on ne peut pas aller si vite que ça, de votre point de vue? Alors, quand on parle de territoire pionnier, je pense qu'un pionnier, c'est quelqu'un qui est habité par un rêve. Donc, un objectif de long terme. Cet objectif de long terme, on a fait des études à l'ADEME avec les partenaires locaux pour voir si c'était réaliste de se dire on peut faire de l'autonomie énergétique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, à condition d'abord de maîtriser notre demande d'énergie en général, dans les logements, dans les transports, dans l'économie, alors le potentiel d'énergie renouvelable, éolien, solaire, géothermie, bagasse, tout ça, ça nous permet de couvrir les besoins. Alors pour la Corse, c'est peut-être un peu plus difficile parce que les ressources sont un peu moindres, mais la Corse a l'avantage d'être interconnectée avec l'Italie et la Sardaigne, donc elle peut compenser. Mais en tout cas, on arrive à chasser toutes les énergies fossiles. Plus de diesel pour produire l'électricité, et on peut même aller jusqu'à rendre autonomes les transports en passant aux véhicules électriques. Donc ce rêve, il est réaliste. Après, la question de la vitesse à laquelle on y va, c'est une question extrêmement importante. Si on attend trop, on ne sera pas au rendez-vous de l'impératif mondial de lutter contre le changement climatique. Si on va trop vite,
on va faire les choses n'importe comment. 2 sujets. 1, il faut se concerter. Il faut que les collectivités portent le projet. Il faut que les citoyens soient convaincus. Il faut que les entreprises y aillent aussi et qu'on ne fasse pas cette révolution en important tous les matériaux de l'extérieur. Donc il faut qu'on prenne le temps. Ça peut prendre quelques années au début. Ce n'est pas du temps perdu si on est en train de se préparer à avancer plus vite. Donc voilà, aujourd'hui, Jean-Louis a raison de dire que ça va avancer moins vite que prévu, mais si c'est du temps utile pour la concertation et la préparation, ce n'est pas du temps perdu. Et deuxième élément important, on a évoqué le blackout de 2005 tout à l'heure. Un blackout comme ça, si ça arrive aujourd'hui, c'est un coup de frein à la transition énergétique. Donc il faut absolument qu'on ait la sécurité d'approvisionnement aussi en tête en permanence. Parce que les habitants rejetteraient du coup les nouvelles Donc, technologies. Donc il faut qu'on développe les énergies renouvelables, ouais. mais ne lâchons pas tout de suite nos ceintures de sécurité. Bien sûr, on veut baisser le diesel. Bien sûr, si on peut le remplacer par de la biomasse, du biocarburant, il faut le faire. Mais surtout, ne faisons pas de promesses inconsidérées. Ne disons pas aux gens, demain, vous aurez tout éolien et solaire. Parce que ce n'est pas vrai. On peut le faire dans 20 ans, mais il ne faut pas y aller de manière inconsidérée. Il faut se presser lentement. Anne-Marie Pérez, vous partagez cette analyse. Vous êtes la directrice du pôle compétitivité de Cap Énergie. En gros, vous êtes au plus près des petites PME, des startups, des chercheurs qui développent des solutions. Je vous ai vu hocher de la tête, mais est-ce qu'il y a des solutions techniques? On parlait de rêve tout à l'heure, de l'énergie un peu nouvelle qui puisse à la fois être très productive et en même temps éviter de polluer la planète. Alors je partage effectivement ce que disait Monsieur Boissier. Un pionnier, c'est aussi quelqu'un qui a une vision. Et il se trouve qu'en Corse en particulier, il y a une dizaine d'années, on a investi sur des plateformes de recherche pour travailler sur des systèmes qui pilotent l'énergie, des systèmes intelligents, des smart grids. On en parlait tout à l'heure pour la Corée. Ici, du côté d'Ajaccio, on a une plateforme de recherche qui vise à développer l'énergie renouvelable avec beaucoup d'installations solaires, parce qu'on est en Corse, avec des systèmes de pilotage. Et ça, on l'a créé il y a une dizaine d'années. De la même façon, il y a une autre plateforme qui existe sur l'hydrogène pour produire de l'hydrogène décarboné à partir de production solaire et pouvoir utiliser cet hydrogène, par exemple, pour décarboner de la mobilité électrique. Donc, sur ces territoires, il y a un rêve, et il y a une vision et il y a des engagements qui datent d'il y a une dizaine d'années pour préparer ces solutions. Après, ce que je voulais rajouter, c'est, et parce qu'on l'a beaucoup dit ce matin et ça me paraît vraiment fondamental, toutes les solutions de la transition énergétique ne sont pas des solutions technologiques. On a vu, on en a cité beaucoup. Il y a bien sûr celle auquel on pense, le solaire, l'éolien. Il y a aussi la bagasse. On peut aussi utiliser le froid, qui est un système de stockage, utiliser l'eau, qui est un système de stockage. On a une société aussi corse qui s'appelle Stepsol, qui depuis 3 ans maintenant développe ce système de micro-step. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'explication de Marina aux Canaries. On voit qu'on a beaucoup de solutions technologiques et il faut ajouter à toutes ces solutions technologiques le fait de travailler sur toutes les composantes. On a vu qu'il faut faire évoluer les comportements de chaque consommateur. Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de pédagogie. Toutes les solutions où on développe de l'autoconsommation, où on voit ce qu'on produit et ce qu'on consomme, ça fait partie de cette pédagogie aussi. Il faut travailler sur les mécanismes plus, je vais dire, juridico-financiers, administratifs. Implanter une solution technologique, ça suppose d'utiliser du foncier. C'est un vrai sujet. Ça suppose des autorisations administratives. C'est un autre... On en parlait tout à l'heure avec Gilles Simeone. C'est pas si simple, effectivement. Absolument. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait des solutions technologiques et en même temps, il faut qu'il y ait ce travail très transversal de tous les acteurs ensemble pour construire des étapes vers ces objectifs ambitieux de la transition énergétique. Alexis Milano, là-dessus, c'est quoi vos contraintes, juste pour aller, qui vous empêchent d'aller peut-être un peu plus vite? Ça a été évoqué, alors chacun est dans son rôle et Jean-Louis a raison de trouver le temps long et au regard des ambitions et des enjeux notamment climatiques, tout le monde aimerait aller plus vite. Je vais vous citer quelques chiffres, je n'aime pas trop les citer, mais c'est quand même assez révélateur de l'ambition qui est face à nous. Je veux d'abord le rassurer et vous rassurer, on est en cours de révision de la PPE
C'est pour décembre, je crois. Voilà, elle sera examinée vraisemblablement à la fin de l'année et adoptée par décret du Premier ministre, vraisemblablement au début de l'été prochain. Quelques chiffres. Le président de l'exécutif l'a dit, ça a été redit dans les 2 émissions précédentes. Il faut à la fois réduire la consommation et mieux produire. Réduire la consommation des 2 tiers environ et produire ce qui reste à produire à partir de renouvelables. Il est évident que la dimension technique, technologique, la recherche, le développement de technologies qui sont certaines éprouvées, d'autres qui le seront à l'avenir. On sait qu'il y aura des innovations qui arriveront en cours de route d'ici à 2030 ou à 2050. Et donc, il faudra leur permettre d'éclore et les accompagner. Mais on a une transition à opérer. La transition, elle, comme son nom l'indique, c'est le passage d'un état à un autre. Ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas une rupture. Et la transition, il faut, comme l'a dit M. Boissier à l'instant, fort justement, il faut qu'elle soit ambitieuse et sécurisée. Le plan de rénovation dont le président a parlé ce matin, de rénovation des logements et des bâtiments notamment, on l'a chiffré dans le cadre de la révision à venir, c'est 2 milliards 300 millions d'euros pour les 8 années à venir. Donc si on tient les objectifs fixés de rénovation du bâti, c'est 2,5 milliards de coûts d'opération. Si on tient les ambitions affichées en matière de NR, c'est un demi-milliard d'euros pour les 8 années à venir. Si on tient les ambitions en matière de transport, il a raison. On est dans une vision d'autonomie énergétique et pas une autonomie électrique. Ça veut dire qu'il y a la dimension transport. C'est quasiment la moitié. Encore, c'est 40% de l'énergie. 40-50% selon les îles. Donc ça veut dire que si on fait tout sur l'électricité et l'énergie domestique et rien sur les transports, on reste dépendant des approvisionnements extérieurs sur lesquels je vais revenir. Et donc, le plan de transport, c'est 2 milliards. 2 milliards et demi, 2 milliards, ça fait 4 milliards et demi, plus les 500 millions sur les ENR, ça fait 5 milliards. Ça veut dire que la transition, c'est notre capacité collective en termes de compétences, en quantité, en qualité, pour aborder cette transition et arriver à digérer les 5 milliards. On aurait un mécène qui arriverait aujourd'hui sur le plateau, qui nous ferait un chèque de 5 milliards. Ouais. Ça ne vaut pas plus en Corse qu'ailleurs. On aurait des difficultés à le dépenser parce que il faut former les entreprises, ça prend du temps. Et voilà, donc un peu l'équation générale. Mais on a dans les îles, dans les systèmes non interconnectés, un atout colossal en même temps qu'un enjeu. On produit une électricité qui est 10 fois plus carbonée qu'ailleurs. C'est-à-dire que sur la tête de chaque habitant d'une île, on émet 10 fois plus de carbone. Donc je ne veux pas culpabiliser les Corses. Hein. Les autres, ils ont du nucléaire sur le continent. Les autres ont du nucléaire, donc ils ont d'autres raisons d'être culpabilisés. Mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un intérêt, vous parliez de l'intérêt à agir des territoires comme les nôtres. Bien sûr. On a intérêt à démontrer qu'on est en capacité, M. Boissier le disait à l'instant, d'orienter notre modèle de production énergétique et notre modèle de consommation vers une énergie qui est à un horizon lointain. 5 milliards, vous conviendrez que c'est quand même une ambition forte qui est partagée par la collectivité et par l'État et par ces divers organismes. Pour qu'on sache raison garder, c'est une ambition qui peut paraître pour certains d'ailleurs inaccessible et sur laquelle nous on sait aujourd'hui, puisque ça a été dit dans les 2 émissions précédentes, que des moyens financiers, puisqu'il s'agit de cela aujourd'hui, sont aujourd'hui disponibles, des mécanismes sont aujourd'hui disponibles. Il nous faut travailler la clarification des systèmes d'aide, il nous faut rendre ces aides de plus en plus accessibles, il nous faut attirer les investisseurs et là, je pense qu'il va l'évoquer, Jean-Louis, mais on est quand même dans une forme de remise en question ou de remise en cause assez régulière des conditions de rémunération des énergies renouvelables. Et je pense qu'il faudrait peut-être, pour garantir... Ça perd un peu d'eau. Voilà, ça peut donner un caractère aléatoire dans des territoires où il y a aussi des contraintes. Investir dans les territoires insulaires, c'est des surcoûts. Et donc, il faut sécuriser davantage les taux de rémunération et les investissements qui sont faits en Corse. Oui, Jean-Louis Bal, effectivement, il y a cette question, on se souvient notamment des panneaux solaires, les coûts ont beaucoup baissé, du coup l'État a dit, on achetait tel prix le photovoltaïque, on va peut-être réviser les contrats finalement. Je ne vous entends plus. Bon, malheureusement, on a été coupé. Je vais tenter de vous reposer ma question. On expliquait qu'il y avait effectivement une crainte que les gens qui souhaitaient investir... Je ne vous entends plus et je ne vous vois plus. Bon, écoutez, on va essayer de vous retrouver dans un court instant. Je vais m'adresser au patron de l'ADEME, Fabrice Boissier. C'est vrai que l'État voudrait qu'effectivement, il y ait des investisseurs qui s'orientent vers les énergies renouvelables. On sait que par exemple, pour les panneaux solaires, on en aperçoit derrière nous. Pendant des années, c'était plutôt le prix de rachat de cette électricité était assez haut. Et puis là, l'État s'est rendu compte que finalement, on le payait peut-être un peu cher et qu'il fallait que ça change. Alors, changer les contrats, évidemment, ça, les opérateurs n'aiment pas beaucoup. Alors, c'est sûr qu'on a une équation un peu compliquée à résoudre.
Alexis Milano parlait des 5 milliards d'euros. Ça peut faire cher, mais en fait, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que ces 5 milliards d'euros, si on les investit, on va tous collectivement gagner. Si on parle sur la maîtrise de la demande d'énergie, c'est les ménages qui vont voir leur facture de chauffage baisser. Si on investit sur la mobilité électrique, tout le monde va pouvoir payer moins cher son carburant. Donc on est sur quelque chose qui est rentable. Donc on doit réussir à attirer l'investissement privé. Le rôle de l'État et des collectivités, c'est d'apporter un peu d'argent pour accélérer, pour faire catalyseur. C'est-à-dire que sur les 5 milliards, il faut qu'on mise un peu pour que ça revienne. Et naturellement, l'État, il a une crainte, c'est qu'il mise plus que ce qu'il devrait. Parce qu'il n'est pas là non plus pour financer à fond perdu les investisseurs pour qu'ils fassent des gains indus. Et donc, il faut toujours être sur la crête, donner de l'argent pour que ça accélère, mais pas trop pour que ça ne devienne pas une gabegie, parce que sinon, on sait que les contribuables, ils ne l'acceptent plus. Voilà. Donc, ce qui conduit à essayer de réguler, et c'est compliqué parce que la technologie évolue très vite, donc on a des coûts de production qui baissent très vite, donc les marges des investisseurs augmentent. Il faut qu'on réussisse à piloter ça. À l'ADEME, on plaide pour que ça se fasse de la manière la plus concertée possible, pour qu'on anticipe et qu'on prépare justement. C'est normal que les prix de rachat baissent, mais il faut donner de la visibilité aux investisseurs pour qu'ils continuent à investir. Ils sont inquiets, les investisseurs que vous rencontrez, en tout cas les chercheurs, les startups qui développent des solutions aujourd'hui. Vous parliez des smart grids tout à l'heure, par exemple, de voir un petit peu leur paradigme, leur business plan changer comme ça d'année en année. Cette question du modèle économique, elle est vraiment centrale parce que Fabrice l'a très bien expliqué. On voit qu'au niveau de la collectivité, il y a un gain évident, mais ce gain ne va pas nécessairement dans la poche de l'investisseur. Effectivement, le gain sur la facture d'énergie du consommateur ne va pas nécessairement dans la poche de l'investisseur. Même chose sur la mobilité électrique. Donc il faut vraiment trouver ce système. Et il y a beaucoup de réflexions sur... On parlait d'innovation technologique, il y a beaucoup d'innovations sur les modèles économiques, justement, les montages juridiques, parce que le gain, il n'est plus qu'aux bornes du système énergétique, il doit se regarder sur un système plus large. Et ça, c'est une vraie évolution pour laquelle on est en train de travailler sur des... Un système plus large, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi ? Eh ben, par exemple, pour associer, aujourd'hui on voit des modèles où on associe un territoire, des industriels pour s'engager ensemble sur une solution parce que c'est une solution qui va décarboner l'énergie sur un territoire. Ça, c'est des choses qui se développent. Voilà. Au projet lui-même, quoi. Au projet lui-même. Et puis des entreprises s'associent aussi entre elles parce qu'elles ont besoin de mailler aussi des compétences pour adresser ces enjeux-là. Alexis, oui. Je me permets de rebondir là-dessus parce que ce qui vient d'être dit par Nampère est très important. Longtemps, on a considéré, et puis vous le voyez, puisque les trois émissions l'illustrent, je pense, assez bien, on est dans une forme de, malgré tout, de complexité des concepts, où il y a de la technologie, il y a de la politique, il y a du financier, il y a des gains environnementaux qui peuvent paraître évidents et qui ne le sont pas forcément. Et donc, c'est assez compliqué. Ce n'est pas qu'une affaire d'investisseurs. On le voit, nous, notamment dans le domaine du photovoltaïque. Des centrales au sol se sont développées en Corse, y compris qui ont pu générer effectivement des gains que l'on peut estimer trop importants à un moment donné, mais qui ont fait qu'aujourd'hui, un écosystème existe en Corse. Plus de 150 mégawatts a été installé en photovoltaïque sur le territoire, alors qu'il y a quelques années, en 2008, il y en avait zéro. Donc c'est vrai qu'avec le recul, on se dit, c'est vrai qu'on avait peut-être des conditions économiques qui étaient faites aux exploitants, aux opérateurs qui étaient peut-être trop importantes, mais elles ont permis effectivement d'avoir cette vision à long terme que Madame décrivait. Le deuxième volet de ce qu'elle vient de dire est important aussi, c'est qu'il faut dorénavant travailler différemment. Sur ces ENR, on a trop longtemps considéré que parce qu'il s'agissait d'énergie renouvelable, on pouvait s'abstenir d'une forme d'exigence maximale, notamment sur l'éolien, on a vu qu'il y avait des rejets. Donc on n'a pas des rejets de la population. Oui, on n'a pas forcément suffisamment concerté. Sur le photovoltaïque, on voit qu'aujourd'hui, on a 150 mégawatts installés, ça fait une trentaine de centrales. Ouais. On se pose la question de la complémentarité du modèle avec la terre agricole, donc il faut faire attention aux terres agricoles, mais on va continuer en essayant de trouver les équilibres. Et puis, il faut associer aussi la population, et ça, c'est par exemple le financement participatif, pour faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas... Vous allez dans un village installer une centrale, qu'elle soit solaire ou hydroélectrique,
vous associez pas les habitants, vous associez pas la commune. Souvent, on est dans des situations où les communes sont assez pauvres. Elles ont là une opportunité de faire un peu de développement et elles voient passer, je dirais, le train, l'investissement et les recettes qui vont ailleurs. Donc ça, c'est plus possible. Et c'est, je pense, une des conditions pour changer de braquet, puisque ce qui est proposé là, je parlais notamment sur les énergies renouvelables de 500 millions d'euros d'investissement à horizon 2028. On ne pourra pas passer du stade actuel à une multiplication par 10 ou par 20 des investissements sans faire attention au rejet que ces investissements pourraient générer lorsqu'on va rentrer dans une forme de généralisation, de massification. Donc il faut associer les maires, il faut associer les chambres de commerce, il faut associer aussi les usagers, les particuliers. Eh bien, on va regarder justement un reportage qui va nous montrer une application vraiment concrète de ce qui peut être fait finalement en termes d'énergie renouvelable. Je me tourne vers toi, Marina. On va partir en mer Égée. On n'est pas très loin de la Turchia, je crois. Infatti sono numerosi gli isoli che facciano questa scommessa di energie più pulite e di noi dell'autonomia energetica e spesso si sente parlare di questi isoloti qui di Tilos nell'arcipelago greco e vi propongo ora un altro viaggio con questo report di Yannick Arussi e Sylvie Garat che era stato realizzato in un quadro delle missioni Mediterraneo. En ce début décembre, les travaux se poursuivent au pied de l'éolienne de Tilos. Les ouvriers préparent des fondations pour installer 2 caissons contenant chacun 25 tonnes de batterie pour stocker l'électricité verte produite sur l'île. Spiros Aliferis est le conseiller municipal chargé du projet pour la commune. Il suit le chantier depuis les premières études. Après 2 ans de recherche, nous avons déterminé que cet endroit était le meilleur de l'île. C'est ici qu'il y a le plus de vent. L'éolienne de 800 kW sera couplée à un autre dispositif. Nous sommes au parc photovoltaïque dont la puissance totale est de 160 kW. 592 panneaux photovoltaïques pour recueillir une énergie solaire plutôt généreuse dans cette partie de la mer Égée. Une surface totale de près d'1 hectare. Ce parc est petit, mais il suffit à répondre aux besoins d'électricité de l'île. L'île de Tilos, 500 habitants, est jusqu'à présent alimentée depuis Kos par un câble sous-marin. Mais les pannes sont fréquentes et les coupures peuvent durer de longues heures. Au cours de ces dernières années, nous avons eu beaucoup d'incidents. Les appareils électriques de tous les foyers et de toutes les entreprises de l'île ont subi des dommages importants à cause du blackout, à cause des coupures. Alors, bien sûr, que ce projet est un ouvrage vital pour notre île. Un ouvrage vital conçu ici à l'université du Pirée, près d'Athènes. Dans leur laboratoire dévolu aux énergies renouvelables, ces chercheurs ont imaginé le Tilos Project. Ils ont privilégié un micro-réseau hybride avec son stockage et sa production d'électricité centralisée plutôt que d'équiper chaque maison. Cette centralisation permet de mieux vérifier le bon fonctionnement du système. C'est plus facile de coordonner le système central que d'avoir de petites installations dispersées sur le réseau. 95% des habitants de Tilos soutiennent le projet et sont prêts à jouer le jeu pour les aider à réguler leur consommation en fonction de l'électricité disponible ou des prévisions de production. Chaque abonné sera équipé d'un compteur intelligent. Ici, vous voyez qu'on a intégré un petit compteur. Il indique le relevé de la consommation d'électricité pour chaque jour et pour chaque heure. Une petite contrainte pour un double bénéfice, ne plus vivre dans la crainte d'une coupure, tout en agissant pour l'environnement. Notre île est vierge de toute pollution. Alors, ce projet est vraiment à l'avantage des résidents de l'île. Tilos est classé Natura 2000.
Grâce à ces nouvelles installations, elle va s'affranchir en partie de la centrale thermique de l'île voisine de Kos. 75% de l'électricité de Tilos sera produite par l'éolienne et les panneaux solaires, évitant le rejet dans l'atmosphère de 1500 tonnes de CO2 par an. C'est la société Yunis qui gérera ce système révolutionnaire dans les îles grecques, où les centrales à gasoil représentent l'essentiel de la production. Les générateurs diesel ne peuvent pas fonctionner en deçà de leur capacité nominale. Donc, la part de l'éolien ne peut pas excéder 30% de la production. En introduisant un système hybride, en stockant de l'énergie dans des batteries, on peut éviter ces restrictions et avoir une plus grande pénétration de l'éolien et des énergies renouvelables dans les îles. Faire grimper le taux de pénétration des énergies vertes, c'est l'objectif de Dimitrios Zafirakis de l'Université du Pirée. La Grèce s'est fixé un objectif de 20% pour 2020 au lieu de 15% aujourd'hui. Le projet de Tilos fait évoluer la réglementation dans ce pays baigné par le soleil et le vent. C'est aussi une question de mentalité, de bureaucratie, de loi, de cadre réglementaire et juridique. Nous essayons de changer tout cela et je crois que peu à peu, nous allons assimiler les nouvelles technologies et continuer. Notre objectif est de créer un système qui pourrait se propager, nous permettre d'appliquer la technologie de Tilos à d'autres îles, petites ou grandes. Appliquer la technologie de Milos à d'autres îles, peut-être la Corse demain, qui sait, en tout cas ça va dans votre sens. On entendait tout à l'heure un habitant qui expliquait qu'il fallait que la population soit d'accord, plus de 80% d'entre elles suivaient ce projet. J'imagine que vous aussi, vous essayez de communiquer envers des habitants de la Corse pour que les choses changent. Je suis convaincu que si on fait un sondage en Corse, on n'aura non pas 80%, mais 100% des gens qui seront favorables. Ouais, sauf quand on va leur dire je vais mettre une éolienne à côté de chez vous. Exactement, voilà. Et de même que lorsqu'on leur dit qu'il faut mettre une décharge à côté de chez eux. Non, mais ça c'est tout à fait classique. Ce que je peux répondre là-dessus, ça a été dit dans le dernier reportage, on parlait de complexité administrative, de texte de loi, une forme de système qui est peu incitatif et peu productif. Je ne veux pas être naïf, mais la présence des autorités ce matin dans les deux émissions et les plateaux de cet après-midi ont montré que sur le plan, je dirais, de l'encadrement général, dans le plan législatif, réglementaire, aujourd'hui, et sur le plan économique et financier, aujourd'hui, tout est réuni pour que les choses avancent. On a deux sujets devant nous, ça a été dit dans le reportage. On a les questions de recherche et de développement, avec des techniques qui sont aujourd'hui en démonstration, qui sont très prometteuses. Madame a parlé de Stepsol, donc notamment les systèmes de stockage de l'énergie. On a la plateforme MIRT qui travaille sur l'hydrogène. On a tout un tas de dispositions aujourd'hui, de dispositifs qui travaillent sur le stockage de l'énergie. Ah, mais comment on passe du projet à l'entreprise, quoi. L'idée d'abord, c'est de dire la transition, on va la faire avec une nouvelle technologie, mais on va la faire aussi et surtout de façon très pragmatique avec les dispositions qui marchent aujourd'hui. On a des ENR qui sont dites matures, celles qui sont tout à fait compétitives, on dit vulgairement sur étagère, c'est-à-dire des techniques que l'on peut mettre en place aujourd'hui. Reporter facilement, oui. Voilà, il ne faut pas reporter à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Oui, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, effectivement. Oui, Boissier le disait fort justement, on a la question du bois énergie, on a la question du solaire thermique, on a la question du solaire photovoltaïque, on a la question de l'éolien, on a la question de l'hydroélectricité. Ce sont des technologies matures. Il s'agit aujourd'hui de les porter à un niveau de diffusion de masse pour régler dans les semaines, les mois à venir, les années à venir, la majorité de l'équation. Derrière, on sait que pour aller un peu plus loin, il faudra des ruptures technologiques, notamment sur le stockage. Ouais. Et ça, on y travaille aujourd'hui. Oui, vous y travaillez. Jean-Louis Bal, toute la question pour les îles, on essaye de vous retrouver, j'espère que ça fonctionne. Toute la question pour les îles, c'est le stockage, parce qu'effectivement, l'éolien, le solaire, effectivement, dès qu'il n'y a plus de vent, dès qu'il n'y a plus de soleil, ça devient compliqué pour le réseau. Est-ce qu'on a évolué là-dessus en termes de stockage? Est-ce qu'il y a des solutions déjà disponibles et installées qui fonctionnent pour que les îles puissent être vraiment autonomes en termes d'énergie? Écoutez, oui, il y a des solutions qui fonctionnent, y compris en Corse. Je vais, avant de répondre à votre question, faire quelques commentaires sur ce que j'ai entendu de la discussion. Là, vous avez évoqué la révision a posteriori des tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque pour les tarifs anciens. Aujourd'hui, l'État n'a pas mis sa menace à exécution et nous continuons à discuter avec les représentants
de l'État, le ministère de la Transition écologique et avec Bercy. Donc je ne ferai pas de commentaires sur ce sujet-là, mais je pense que ce serait quelque chose de très grave que la parole de l'État soit remise en cause, parce que ça aurait des impacts bien au-delà de la filière solaire photovoltaïque. Alexis a évoqué pour les... Ah, on vous perd malheureusement, on a perdu la liaison avec vous Jean-Louis Bal malheureusement. Bon, on va essayer de vous retrouver un peu plus tard. Je m'adresse à vous Fabrice Boissier à l'instant. On voit l'exemple de Tilos. Alors attention, c'est une toute petite île, ils sont moins de 1000 habitants je crois. La Corse, on approche les 300 000. Évidemment, chacun a ses spécificités, mais ça montre que ça va dans votre sens tout ça. Avec de la volonté politique, un cadre législatif qu'on peut adapter, on peut y arriver. Ah bah bien sûr, on peut y arriver. Nous, à l'ADEME, on accompagne les acteurs dans toute la France, dans tous les territoires d'outre-mer, qu'ils soient insulaires ou pas. Donc on voit qu'il y a des choses qui avancent. Maintenant, ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que les solutions sont là. Elles ont été développées, les entreprises ont innové. Mais maintenant, il ne faut pas attendre qu'elles fassent toutes seules. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de l'énergie pour vous engager dans la transition. Je donne un exemple. Sur l'hydrogène, on a lancé un appel à projet pour qui voulait s'engager sur l'utilisation de l'hydrogène pour la mobilité. Eh bien, en Corse, on a la société Corse Styrène, dont le métier, ce n'est pas l'énergie, c'est de fabriquer du plastique, qui a dit moi, je vais utiliser l'hydrogène pour mes moyens de manutention et pour mes voitures, pour aller faire mes actions commerciales au sein de l'île de Corse. Et donc cet acteur, il s'engage, il va trouver des gens qui vont lui donner des technologies hydrogène pour avoir un stockage d'hydrogène vert, bien sûr, des véhicules à l'hydrogène, et il va commencer à diffuser cette technologie sur le territoire. Il vient d'où cet hydrogène, du coup, il est produit comment ? Il est produit par un électrolyseur, mais tout ça, c'est des technologies qui existent maintenant. Alors, bien sûr, ces technologies sont encore un peu chères, mais l'ADEME, la collectivité corse, apporte aussi des aides. L'Europe, l'État français, apporte aussi des aides qui permettent de faciliter le passage à l'acte. Un autre exemple sur les bornes de recharge de véhicules électriques. On déploie massivement sur le continent ces bornes de recharge. Sur les îles, c'est un peu différent. D'abord, on a un problème de poulet de l'œuf. On ne met pas de borne tant qu'il n'y a pas de voiture électrique, et si les voitures électriques, elles ne viennent pas s'il n'y a pas de borne. Et puis, comme on est encore sur l'électricité au diesel, on ne veut pas que ça augmente la consommation. Pas un intérêt majeur. Donc, il faut concevoir des dispositifs de recharge qui soient couplés avec de la production solaire, peut-être du stockage ou du système électrique intelligent. Il y a des sociétés qui proposent ça, DriveEco, filiale de Corsica Solé. Et on a fait un appel à projet l'année dernière, en 2019, sur toutes les zones non interconnectées, les îles des Dômes, la Corse. Ouais. On a eu 13 candidats. Et en Haute-Corse, on va accompagner 5 communes qui vont se lancer pour mettre leurs bornes de recharge permettant de déployer des véhicules électriques connectés donc à un moyen d'énergie verte derrière. Voilà, donc connectés à un moyen d'énergie verte. Donc voilà, il faut que chacun prenne les opportunités et se lance dans des actions. Qu'on soit un citoyen en rénovant sa maison, une entreprise en réfléchissant à ses moyens de production, ses moyens de déplacement, une collectivité, une commune, en disant tiens, je peux changer mon modèle d'habitation, etc. Anna Perret, c'est vrai qu'on entendait tout au long de ces émissions des élus qui semblent maintenant désormais vraiment sensibilisés à cette question des énergies, mais dans la population, il y a encore du travail à faire, même si on parle évidemment très régulièrement de ce réchauffement climatique qui nous inquiète tous. En fait, le fait que les élus soient convaincus, on va dire, c'est majeur, parce qu'ils vont jouer ce rôle d'impulsion. Et Fabrice Boissier le disait, ça peut être un acteur économique qui va aussi jouer ce rôle d'impulsion. Si je reprends l'exemple de l'hydrogène, cet acteur, il va installer un électrolyseur. Peut-être qu'autour de lui, il va aller chercher d'autres acteurs qui vont eux aussi se dire tiens, moi, je peux avoir une utilisation, et on va mettre nos moyens ensemble et on va créer comme ça des écosystèmes de gens qui vont se mettre à travailler ensemble pour évoluer. Le transport lourd, le transport de logistique dans une île, c'est quelque chose de majeur parce qu'il y a beaucoup d'importations. Dans une île montagneuse comme la Corse, transformer le transport logistique, les gros camions, en des camions à hydrogène, c'est quelque chose qui a du sens. Ouais. Donc là aussi, qui va être celui qui va impulser le mouvement, un peu le chef d'orchestre, pour mettre autour d'une table, pour commencer, les acteurs qui puissent réfléchir, qui puissent connaître les technologies, qui puissent voir les aides qui sont à disposition. Et c'est aussi une opportunité, il faut savoir saisir les opportunités quand elles passent, pour se dire, allez, on y va, et on y va ensemble, parce qu'on voit bien que par exemple, quand on parle de transport, on va faire travailler la filière qui construit des camions
la filière énergie, la filière des électrolyseurs, la filière industrielle. Réseau, oui. Et en fait, on va faire des concentrique. écosystèmes. Et ça va faire baisser aussi les coûts des infrastructures, de recharge, etc. Je voulais donner un autre exemple aussi sur une île qui fait 11 000 habitants, donc un peu plus gros que Tylos, un peu plus petit que la Corse. Ouais, C'est Marie-Galante. Oui. Marie-Galante, c'est une des îles de l'archipel guadeloupéen. Marie-Galante, ils sont en train d'atteindre l'autonomie électrique. Ils sont en train de développer de la mobilité électrique. Alors, bien sûr, ils sont dans un retour d'expérience. Il y a des choses qui marchent bien, des choses qui marchent un petit peu moins bien. Ils sont en train de s'ajuster. Mais voilà, c'est une île qui est partie et qui va, là aussi, qui va donner envie aux autres, qui va constituer un modèle, qui va montrer que c'est possible. Et moi, je crois beaucoup au témoignage. C'est parce qu'il y a des territoires qui vont dire nous, on s'est engagés, voilà comment on a fait, voilà ce qui nous a décidé, voilà ce qui a marché, voilà où est-ce que ça a été un petit peu plus compliqué, que d'autres acteurs vont se dire mais chez moi, c'est possible aussi, et ils vont y aller en bénéficiant d'un retour d'expérience. C'est pour ça que des journées comme aujourd'hui, c'est vraiment des journées qui sont précieuses et qu'on pourrait capitaliser sur des aspects technologiques un peu plus pour des on voit d'ailleurs que toutes les îles sont déjà en réseau pour s'échanger des informations, faire du lobby aussi auprès des ministères. C'est quoi les conditions de succès au départ, qu'est-ce qui a été favorable. Et c'est la même chose pour les consommateurs particuliers que nous sommes tous. Il y a des quartiers où tout d'un coup, parce qu'il y en a un qui fait de la rénovation énergétique, parce qu'il y en a un qui a envie d'installer des panneaux solaires, parce qu'il y en a un qui a réfléchi sur les smart grids. Tout d'un coup, il y a des quartiers, alors soit des villages comme le village de Cozzano ici en Corse, ou des quartiers qui se disent « allez, on y va et on va essayer de consommer de l'énergie renouvelable, de réduire notre consommation, de trouver aussi des incitations. Comment je peux être incité à réduire ma consommation, ou aussi, quelque chose de peut-être plus simple, à déplacer ma consommation. On peut aussi inciter les consommateurs à consommer quand il y a une production d'énergie renouvelable. Oui. Et avec les applications, avec toutes les solutions digitales qui se développent, parce qu'on parle de la transition énergétique, mais il y a aussi... C'est vrai qu'avec un smartphone, on peut piloter facilement maintenant sa machine à laver, son chauffe-eau solaire, son chauffe-eau tout court. Il y a une révolution digitale qui arrive dans sa en poche, même temps. presque, oui. Et ce petit outil qu'on a dans notre poche, il peut nous aider aussi à déplacer nos consommations sur un signal de production d'énergie renouvelable. Oui, parce que Alexis et là, il y a Milano, beaucoup de start-up qui travaillent là-dessus. Qui travaillent là-dessus. Et là, il y a vraiment des idées. On se souvenait qu'avant, c'était des systèmes un peu compliqués, la domotique, mais aujourd'hui, c'est vrai, tout est très simple. On trouve des choses très peu chères sur Internet. Alexis Milano, parce que c'est vrai, c'est votre problème, c'est la pointe pour les énergies renouvelables. C'est compliqué. Il faut que vous dimensionnez un réseau. Et puis, en plus, avec le solaire, ça marche pas tout le temps. Donc, c'est compliqué à insérer dans un réseau traditionnel d'électricité tel qu'il est construit aujourd'hui par EDF. Oui, enfin, il y a la problématique de la pointe qui est essentiellement liée au dimensionnement du système. Et alors, si on transpose dans un autre sujet, par exemple celui des déchets, on sait que, par exemple, au mois d'août, l'été, on a des pics de production de déchets et les maires sont contraints d'augmenter le volume ou le nombre des conteneurs pour stocker ou pour ramasser les ordures ménagères. Ils ne savent pas trop quoi en faire, donc on les met en balle pour les lisser tout au long de l'année. Oui, tout le monde essaie de trouver des solutions pour effacer ce point de consommation. Alors, il se trouve que nous, on l'a l'hiver entre 18h et 21h, un pic d'appel de puissance qui est lié au fait que les gens rentrent chez eux, ils ont besoin de consommer de l'énergie pour les besoins domestiques. Et on ne peut pas dimensionner, je dirais, un outil de production, en l'occurrence une centrale thermique, pour ces besoins de pointe, parce que sinon, ça nous oblige à le surdimensionner. Et du coup, on a moins de place pour développer les énergies renouvelables. C'est d'ailleurs ce qui nous a occupés, je dirais, dans le cadre de la révision de la PPE, puisque dans la précédente PPE, celle qui est toujours en activité, on avait une centrale de production pour la région ajaxienne qui était chiffrée à 250 mégawatts. Oui. Et on a souhaité, dans le cadre je dirais, d'une relation de confiance et de loyauté de tous les partenaires, dire on prend le risque justement de réduire la sécurité, de redimensionner cette centrale à 120 MW, donc on l'a redimensionné de moitié, mais justement pour laisser la place aux énergies renouvelables. Mais cette PPE, ça a été dit,
c'est un plan de bataille qui est à spectre large. Si on reprend l'exemple de la mobilité électrique, c'est un exemple très frappant. Ça a été dit par Fabrice Boissier. On a eu longtemps la tentation de considérer comme hostile le développement du véhicule électrique dans les zones non interconnectées, dans les îles, puisqu'on a une production d'électricité qui est carbonée. Donc c'est les centrales qui produisaient l'essentiel de l'électricité. Rentrer chez soi, brancher sa voiture à l'électrique, tout en sachant que l'électricité est produite par du fioul, c'est quelque part déplacer le problème, et ce n'était pas très intelligent. On s'est dit deux choses. Bon, on va empêcher le véhicule d'arriver, premier réflexe, on empêche le véhicule d'arriver sur l'île, c'est bien, il y a des bateaux, on dit que dans les bateaux, il n'y a plus de véhicules électriques. Sauf qu'il y a des incitations fiscales, il y a des primes, et puis on ne peut pas priver les citoyens de cette forme de mobilité qui présente par ailleurs d'autres avantages pour la qualité de l'air en ville et pour le bruit notamment. Donc on s'est dit, bon, c'est quand même un peu idiot d'empêcher ou de bloquer des tendances, ce n'est pas très constructif. On s'est dit, il faut d'abord verdir la production d'électricité. Il y a quelque temps, on était à 20%, on est passé à 30%, et là, on a un objectif dans la PPE d'arriver à moyen terme à 55%, voire même au-delà, dans la production d'électricité. Ça veut dire que quand vous rentrez chez vous, branchez votre véhicule électrique, ben, vous ne le rechargez pas avec du fioul, vous le rechargez majoritairement avec des énergies vertes. Donc vous pouvez dire que vous roulez vert à 60%. Et le reste viendra avec la réduction de la consommation et progressivement. Ouais. Deuxième élément, ça a été dit par Madame à l'instant, le véhicule électrique, c'est aussi peut-être l'occasion de se poser la question de la façon dont on consomme l'électricité pour recharger le véhicule. On a la tentation de dire, on rentre chez soi, on le branche. Sauf que quand on le branche, quand on arrive à la maison, c'est le moment où tout le monde arrive à la maison pour les besoins domestiques. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a des pics de consommation et d'appels de puissance qui sont très coûteux et encore carbonés. L'idée, c'est peut-être de se dire, on a un parc aujourd'hui d'énergie renouvelable qui n'est pas exploité à fond, parce que le système ne peut absorber que 30% d'électricité, on va dire intermittente, à un instant T. Si on explique que la mobilité et la recharge des véhicules électriques, elle se fait plutôt dans la journée, quand les gens arrivent au bureau, et qu'on équipe les bureaux de prises électriques, ben vous arrivez au bureau, vous branchez votre véhicule, vous repartez après le travail, vous avez chargé votre véhicule, et là, vous avez chargé 100%, ou pas loin de 100%, de la recharge de votre véhicule, à partir d'une production qui est verte, puisqu'à ce moment-là... Ça se fait en journée, oui. Ça se fait en journée, le photovoltaïque brille, les éoliennes tournent, et donc c'est plus intelligent. Donc il y a aussi une transition à opérer dans la façon dont on consomme l'énergie. On voit que beaucoup de choses sont ouillées. Je me tourne à nouveau vers Jean-Louis Bal, parce que la question des batteries, elle est quand même centrale pour effectivement stocker l'énergie, on l'a dit, des éoliennes ou des panneaux solaires pour... au moment où il ne fonctionne plus, pouvoir délivrer du courant. Mais on sait aussi que la voiture électrique peut être aussi un moyen de stockage dans un réseau bien organisé et un réseau bien intelligent. J'imagine que vous, vos opérateurs, ils travaillent aussi là-dessus. Jean-Louis Bal, est-ce que vous m'entendez? Vous avez entendu ma question? Maintenant, je n'ai pas entendu votre question, mais maintenant... Ma question, elle était autour du stockage dont on parlait et aussi de la voiture électrique. Parce qu'au fond, la voiture électrique peut permettre aussi de faire les deux. C'est un moyen intéressant de la charger avec des énergies vertes, mais aussi servir de batterie pour l'ensemble du réseau quand on ne s'en sert pas, quand elle est à la maison, garée le soir, par exemple. Mais, absolument. Les progrès qui ont été réalisés sur les différents modes de stockage, on a évoqué les stations hydrauliques, on a évoqué l'hydrogène, on a évoqué les batteries avec le lithium-ion. Ces progrès sont tout à fait spectaculaires en termes à la fois techniques et économiques. Aujourd'hui, dans les départements d'outre-mer, et ça doit être la même chose en Corse, l'électricité photovoltaïque couplée à du stockage, c'est moins cher, c'est des économies pour la collectivité, c'est moins cher que la production d'électricité à partir d'énergies fossiles. Et donc, le véhicule électrique, à partir du moment où, comme l'expliquait Alexis, il est utilisé intelligemment, c'est-à-dire qu'on peut le charger au moment les plus propices dans la journée, au moment où il y a de la production d'électricité décarbonée, c'est un moyen de stockage. Et certains réfléchissent déjà, je pense que chez Cap Énergie, ils doivent y réfléchir aussi, à ce que la batterie du véhicule électrique puisse, à certaines heures, renvoyer de l'électricité sur
sur le réseau. Je profite que je ne suis pas coupé pour refaire certains commentaires. Oui, rapidement, ouais, allez-y. Ouais. Nos entreprises du secteur des renouvelables, qui sont pour la plupart adhérentes au syndicat des énergies renouvelables, elles sont prêtes pour la transition énergétique. Elles sont prêtes et elles sont innovantes. Aujourd'hui, on a dans nos projets tous les modes de stockage possibles avec l'hydrogène, je pense notamment à la Guyane, avec les stockages par batterie, mais on a aussi des capacités d'innovation sur l'occupation du sol. L'accès au foncier, ça a été mentionné tout à l'heure, l'accès au foncier, c'est un vrai problème dans les zones insulaires, et notamment à cause de la loi littorale, qui concerne évidemment beaucoup de communes dans les zones non interconnectées. Et donc on doit faire, d'abord, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à nouveau, comme c'est en train d'être fait en Guyane, sur avoir des dérogations, notamment pour le photovoltaïque vis-à-vis de la loi littorale. Mais il faut aussi qu'on réfléchisse à des modes d'implantation de modules photovoltaïques, de centrales photovoltaïques, qui soient compatibles avec d'autres activités, notamment. Voilà, petite coupure de liaison avec Jean-Louis Bal. C'est vraiment pas de notre fait, Jean-Louis Bal. On va vous retrouver dans un court instant. Je signale à nos téléspectateurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur notamment la page Facebook de l'Agence de l'énergie de la Corse que le jeu, avec ce vélo électrique à gagner, désormais clos. Et un huissier qui va procéder à un tirage au sort. Oui, un huissier, parce que moi-même j'ai pensé que je pouvais éventuellement gagner. J'avais la réponse à la question, mais malheureusement on m'a dit que ce n'était pas possible. Il y a vraiment un huissier qui est dans les bureaux un peu plus loin et qui va procéder à un tirage au sort. Mais on va retrouver Marina Branca à présent parce que, on vous le disait tout à l'heure, on a reçu un certain nombre de questions de téléspectateurs, questions assez pertinentes. Alors, quelle est la première d'entre elles? La prima domanda è di Paul di Vuriani. L'isola di Samsø au Danimarca è autonoma in energia e par chimica l'altre isoli. Bah oui, c'est une question pour vous, ça, Alexis Milano. Pourquoi pas la Corse alors que Samsø, j'aime pas. Alors Samsø au Danemark, je ne sais pas combien il y a d'habitants, c'est une grosse île. Ça vous dit quelque chose, vous, Samsø au Danemark? Ça me dit quelque chose, oui. Il se trouve que lors de la première édition d'Énergie, ils avaient été invités à venir présenter leur démonstrateur. Alors il se trouve qu'on est effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure à propos de l'île grecque et d'autres, et de Marie-Galante, dans des configurations qui sont à peu près identiques, mais d'une taille différente à celle de la Corse. Donc il est difficile de transposer. Quand on y regarde de près, on a effectivement une forme d'autonomie électrique. Mais je trouve qu'il y a toujours un câble qui les relie au continent et qui leur donne une forme de sécurité aussi au cas où et qui leur permet, je dirais, de compléter. Il y a toujours un cordon ombilical qui les sécurise. Comme un peu ici d'ailleurs, il y en a un de mais câble qui va vers l'Italie. Ceci dit, à l'instar des arguments que je développais tout à l'heure, pour ce qui concerne les territoires insulaires et les membres du réseau dont la Corse fait partie, on a vocation à être des démonstrateurs pour des technologies et des montages qui peuvent être transposés dans d'autres régions de France et du monde. Les petites îles, à une échelle réduite, peuvent être aussi des laboratoires intelligents pour tester des solutions et les transposer. Voilà. Après, il y a des problèmes de transposition. Ce qui est généralement possible dans un laboratoire connaît des difficultés pour être transposé à une échelle supérieure et d'autres difficultés lorsqu'il s'agit de les développer à grande échelle. Mais ce sont des expériences très intéressantes dont on tient compte pour l'élaboration de nos futurs programmes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. On a montré par nos études que l'autonomie énergétique a été possible à terme. Maintenant, il faut y arriver, s'inspirer de ce que font les autres, adapter. Il ne s'agit pas de répliquer ce que font les autres, parce que chacun a son contexte particulier. Donc il faut adapter et puis trouver le bon rythme pour garantir l'adhésion de tous les citoyens. Autre question, Marina. Un'altra domanda di Maria di Corti. In Corsica c'è l'acqua, usoli e i vorresti in quantità. Com'è queste energie rinnovabili e puliti non sono mica utilizzati di più? Qui veut répondre à cette question? C'est vous le régional de l'étape? Le régional de l'étape. Alors pour ce qui concerne l'eau, pour être très concret, nous avons un plan dans la PPE pour développer l'hydroélectricité. Ouais. Parce que là, pour le coup, c'est de l'énergie qui est vraiment pas très chère une fois que les investissements. Oui, je crois que c'est Fabrice Boissier qui le disait tout à l'heure. On est là ou Jean-Louis Bal, sur une énergie qui est très compétitive puisqu'elle est moins chère
que l'énergie qui est produite par le système de production, et en l'occurrence les centrales thermiques. On est autour de 6 à 7 centimes d'euros pour les grands barrages et on est autour des 10-11 pour les petites centrales. Donc c'est une énergie qui est très compétitive et qu'il faut développer. Donc dans la PPE, il y a un axe sur l'eau. Sur le solaire, ça a été dit tout à l'heure, il faut le rappeler, en matière de photovoltaïque, on a un parc installé de 150 MW et on veut aller jusqu'à 400 à échéance de 8 ans. À 150, on est déjà ramené à l'habitant, parce qu'il faut quand même regarder les choses objectivement. La Corse est première en Europe en matière de photovoltaïque ramenée au nombre d'habitants. Elle le sera davantage, je ne dis pas qu'on sera premier au monde, parce que Trump va sûrement faire mieux que nous, mais on sera à 400 mégawatts. Et le bois, alors, il y a des forêts partout. Et le bois, il se trouve qu'on a une filière bois-énergie qui historiquement alimente le réseau de chaleur de Corté. Elle vient d'être redimensionnée, réadaptée, et la puissance a été augmentée. On soutient notamment avec l'ADEME des appels à projets pour installer une vingtaine de nouvelles chaufferies dans les communes. Il y a pas mal de communes de montagne qui sont en train de s'équiper. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des mutations. Je note que des gens qui distribuaient jusqu'à maintenant du fioul ou de l'essence, qui géraient des stations-service, aujourd'hui se mettent à distribuer du bois. Des granulés, quoi. Des granulés bois. Oui, parce qu'il faut justement, il ne suffit pas de promouvoir l'installation de chaufferies individuelles, il faut aussi les alimenter. Bien sûr. Oui. Donc il y a des filières économiques qui se Vous soutenez d'ailleurs à l'ADEME, ça, c'est chauffage à bois, même pour les maisons, quoi, les foyers. L'État soutient au travers de MaPrimeRénov' ce genre d'installation. Et l'ADEME accompagne, nous on accompagne les professionnels pour qu'ils aient des labels qualité qui donnent la confiance aux citoyens pour s'adresser à eux. Et donc le système, il fonctionne bien et l'utilisation de chauffage au bois, elle est parfaitement répandue aujourd'hui. Mais du coup, ça me permet de rebondir un peu. Quand on se pose la question pourquoi est-ce que les énergies renouvelables ne sont pas plus développées en Corse, j'ai envie de répondre, mais les énergies renouvelables, c'est l'affaire de tous. Si vous êtes particulier, vous pouvez mettre un chauffage au bois, vous pouvez mettre un chauffe-eau solaire. Si vous êtes une entreprise du tourisme, un hôtel, avez-vous votre chauffe-eau solaire? Si vous êtes une surface commerciale, avez-vous mis des ombrières photovoltaïques sur votre parking pour alimenter votre magasin? On a tous un moyen de passer aux énergies renouvelables. Autre question, Marina. Anto Di Prupia ci domanda: pensate che le evoluzioni tecnologiche ponessero soluzioni a tutti i problemi? Anne-Marie Perret, je me tourne vers vous. Ce serait tellement bien si c'était comme ça. Ouais. Une énergie comme ça qui sortirait des labos, une solution miracle du labo. La fusion nucléaire, mais c'est pas pour tout de suite, c'est compliqué. Et quand bien même, ça ne sera pas la solution miracle. Moi, je pense que ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que, Fabrice l'a dit tout à l'heure, les technologies, elles existent, elles sont en train de s'améliorer, elles vont continuer à se développer, et ça, c'est majeur. Malgré tout, justement, pour répondre à la question précédente et développer ces technologies, il faut travailler de façon concertée dans des écosystèmes, sur des territoires, en associant les populations, les industriels, les territoires, les financements. Il faut vraiment avoir une vision transversale et du coup, ce n'est pas qu'une solution technologique. Et puis on a vu à quel point ça avait un impact aussi sur l'emploi. Bref, il faut penser à la formation, il faut penser à beaucoup de choses. Une autre, oui. Soyons honnêtes. Il faut aussi les accompagner un peu plus financièrement. Oui, il faut inciter les gens. Voilà, un chauffe-eau solaire aujourd'hui, avec des aides, ça s'amortit sur 10 ans. Ouais. Il faut faire un peu plus. Surtout quand on est un foyer modeste, il y en a beaucoup en Corse. Un insert-bois, ça coûte relativement cher. Il y a des soutiens financiers, il faut les augmenter. Il faut faire un effort, à mon avis, conséquent pour qu'on passe de quelques centaines de ventes à des chiffres, plus importants. Et là, sinon, on continue à toucher une forme de clientèle qui est à peu près toujours la même, qui a les moyens de se le payer. Et comme on est quand même dans une logique de lutte contre la précarité énergétique qui est galopante en Corse, on sait qu'il y a plus de 25% des ménages qui sont en précarité. Il y a peu de foyers qui peuvent se payer un chauffe-eau à 4 000 € ou à 4 500 € à chauffe-eau solaire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un effort sur les prix, et on l'a dit aux professionnels, il est toujours souhaitable et attendu, mais un effort aussi en matière de soutien financier pour que ces investissements soient rentables dans des délais plus raisonnables. Bien sûr. Ce qui sera le cas et ce qui est notre objectif commun. Marina, une dernière question. Tu me disais qu'il nous vient d'un peu plus loin qu'Ajaccio. Di riunioni, André ci domanda: so proprietario di una centrale fotovoltaica EDF Millénaire e mi ha cacciato a batteria di stoccaggio che a Santa di sarebbe pericolosa. Rimanendo sopra più a EDF, pa una miseria.
che soluzioni possono trovare per fare i pruisti di energia? Je vais me tourner vers Jean-Louis Ball. Alors je vais redire la question parce qu'il a beaucoup de qualités, mais je pense qu'il ne maîtrise pas complètement la langue corse. Jean-Louis Ball, on a quelqu'un qui nous écrit de La Réunion qui dit apparemment qu'il a une centrale photovoltaïque et qu'on lui a demandé de retirer sa batterie de stockage parce qu'elle serait dangereuse. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire là-dessus. Quelle solution de stockage existe-t-il désormais qui serait un peu moins dangereux ? Il y a je l'ai évoqué tout à l'heure, plusieurs solutions de stockage et notamment le stockage par batterie. Maintenant, le projet dont il est question, millénaire, c'est un projet qui a été géré par EDF et avec, si je me souviens bien, le soutien de l'ADEME sur des réseaux intelligents et avec du stockage et qui doit dater d'il y a une dizaine d'années. Alors il est possible que la batterie qui était installée il y a 10 ans puisse représenter certains dangers, mais je ne les connais pas, je ne voudrais pas me prononcer. Merci en tout cas Jean-Louis Ball d'avoir été avec nous. Je vais retrouver Marina parce qu'il y avait cette question du jeu qu'on a posée tout à l'heure. Moi j'aimerais avoir la réponse parce que je ne la connaissais pas. Ah si, ça c'est l'émission tout à l'heure. Évidemment, j'ai la réponse. Alors, a domanda era chi è a bagaça e a risposta di sicuro è un residuo di canna zucchero. Alors qui est le gagnant? Ou Dominique Marie Bastia, non? C'est pas ça? Non, malheureusement. Manca appena. E Pierre-Jean Loverini di Bastia. Qui a vinto pas loin. Complimenti a Pierre-Jean. Bon, on applaudit Bastia qui va repartir avec ce très beau vélo, cette bicyclette. Je me retrouve à présent en plateau. Je vais revenir avec nos invités à qui je vais demander finalement un petit mot de la fin, quelques mots simplement, parce que le temps file, sur ces îles pionnières en énergie. Apparemment, vous, à l'ADEME, vous y croyez vraiment. Elles peuvent vraiment devenir autonomes à très courte échéance, plutôt 20-30 ans. Oui, c'est possible, mais ça ne va pas être évident. Et je voudrais mettre en lumière 3 points qu'on a évoqués. Le premier, c'est que ça commence par la sobriété, maîtriser la demande d'énergie. Le deuxième, c'est l'engagement de tous les acteurs. Ouais. Et le troisième, c'est la démarche concertée pour y arriver. Anne-Marie Pérez, là-dessus aussi, pareil, il faut que la population soit vraiment investie. Il n'y a pas que les élus. Moi, je reprendrai exactement les points de Fabrice. Il faut travailler sur réduire les consommations, adapter les consommations par rapport à la production des énergies renouvelables. Il faut travailler ensemble, vraiment travailler sur des écosystèmes ensemble de façon la plus horizontale possible et transverse. Alexis Milano. Si vous pouvez peut-être conclure, donc il faut pour moi plusieurs choses. La première, c'est une volonté politique et aujourd'hui, elle s'exprime. Elle s'exprime de la part de la collectivité de Corse, elle s'exprime de la part de l'État. Vous aurez remarqué au travers des 3 émissions un certain nombre d'acteurs qui se sont exprimés. Parmi les plus compétents, si ce n'est les plus compétents en matière d'énergie, et vous avez pu constater qu'il n'y a pas de divergence majeure, il n'y a pas de divergence du tout. Tout le monde joue dans le même camp, c'est vrai. Oui, mais c'est face à une situation donnée, il y a une objectivité qui est aujourd'hui la règle, non pas par entêtement, mais parce que la logique s'impose et l'urgence aussi climatique nous impose. Et donc à partir de là, à partir du moment où on a tous les acteurs réunis, on a des moyens et on a une volonté politique, je pense qu'on est en capacité d'y arriver si on se mobilise collectivement. Je me tourne vers Jean-Louis Ball qui aura le mot de la fin parce que c'est lui qui était le plus loin et qui a eu quelques petits soucis techniques pour nous parler. Si d'une phrase, vous pouviez résumer un peu votre pensée pour que les îles soient plus autonomes et qu'on avance vraiment vers des énergies renouvelables, des énergies propres. Oui, il faut vraiment avancer le plus rapidement possible parce que dans les îles, l'énergie est extrêmement fossile. Donc, nos îles à nous, Français, c'est essentiellement du fioul et du charbon, qui est très très émetteur de CO2. Et alors, malgré les difficultés que j'ai évoquées au cours de cet entretien, nos entreprises ont déjà beaucoup innové dans le secteur des renouvelables et notamment avec l'intégration du stockage, et ça leur permet d'exporter, parce qu'il faut quand même rappeler que des îles, il y en a quelques milliers dans le monde, et que les références qu'on s'est créées dans les départements d'outre-mer et en Corse, eh bien, on peut les valoriser dans l'exportation donc, du savoir-faire français.
Voilà, des îles qui pourraient exporter des technologies, effectivement, ça fait rêver, voire exporter même de l'énergie aux îles voisines. Après tout, l'Italie n'est pas si loin, Alexis Milano. On en parlera peut-être dans une autre édition d'Énergie. C'est sur ces mots, en tout cas, que se termine cette émission. Merci à nos invités qui sont venus parfois de très loin nous rejoindre ici en Corse. Merci à eux. Merci aux autres aussi d'avoir pris du temps pour être avec nous en duplex. Merci bien sûr aux équipes de l'Agence de l'énergie de la Corse. Je pense à Marie Badge, Jean-Paul Coach, notamment d'avoir rendu ce rendez-vous possible. Merci aussi à Marina Branca, bien sûr, de nous avoir tout appris de l'énergie, en langue corse en plus, dans un corse impeccable. C'était vraiment un plaisir. Cette émission sera bien sûr à retrouver sur la page Facebook de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse. À bientôt, après tout.